Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on retrouve David. Alors, David était présent dans une précédente émission il y a quelques semaines sur un sujet bien précis, c'était sur investir à l'étranger sur le marché immobilier en Floride. Alors là, on le retrouve. Salut David. Salut François, merci de m'avoir. Alors, on va parler peut-être de quelque chose de plus abstrait et de plus général. On va pas parler forcément d'immobilier aujourd'hui. Et voilà, on n'a absolument rien préparé pour cette émission. Ça va être en freestyle complet. Donc, on va parler d'entreprendre et aussi d'entreprendre à l'étranger. Alors, David, voilà, je lance le sujet, la bouteille à la mer. Sur quoi tu voudrais commencer? Bon, alors moi, j'ai de l'expérience un peu sur l'entrepreneuriat à l'étranger. J'ai vécu 2 ans aux États-Unis, notamment à New York, et j'ai eu mes Ah ouais. premières expériences, notamment dans le monde de la start-up, et c'était très intéressant. Donc voilà, je te laisse commencer cette conversation. Bah oui, écoute, avec plaisir. Moi je viens à la base du monde de la finance de marché. Donc j'ai commencé ma carrière en banque. Ouais, bah n'hésite pas du coup à te présenter et ton parcours notamment. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière en banque. Et si tu veux, j'avais l'envie d'entreprendre depuis vraiment des années avant ça. Donc c'était très difficile pour moi. Et j'imagine que tu l'as sûrement vécu aussi. Je me sentais vraiment comme un lion en cage d'aller à la C'est banque. exactement ça. Ouais. Passer mon badge, monter, enfin c'était le lobby, c'était un hall de gare, monter dans les étages, dans l'ascenseur, tout le monde était silencieux, un peu stressé, etc. Enfin, c'était un truc dingue. Et donc si tu veux, je me suis dit, et là à mon avis, toi tu as dû être confronté à ça. J'avais pas mal d'amis dans la finance. Dans la même banque même. Et si tu veux, tu sais, tu as des perspectives, quoi. Et puis c'est toujours c'est toujours de te dire que l'année prochaine tu gagneras plus et que dans 10 ans tu auras plein d'argent de côté. Si Mhm. tu veux, c'est un peu le dilemme que je pense que tout le monde a entre 20 et 30. Dans le C'est meilleur des cas en plus, hein, parce que ça peut ne voilà, pas se passer comme ça. exactement, c'est le dilemme que tout le monde a, c'est est-ce que j'arrête tout maintenant et puis je dors sur un matelas et peu importe si j'ai pas trop de thunes, mais au moins je commence à entreprendre le plus tôt possible parce que le chemin est long. Et l'autre choix, c'est souvent, enfin moi c'est pas celui que j'ai pris, c'est je monterai ma boîte quand j'aurai plein d'argent de côté. Ouais, bah, ça c'est la version plus sécuritaire et peut-être plus franco-française. Les Américains sont Ouais, plus à partir sur le fameux brûler les bateaux et d'y aller vraiment franco, quoi. exactement. Et puis en fait, si tu veux, celle-là, moi je la pensais pas possible. C'est-à-dire que pour moi, quand on gagne bien sa vie, on est confortable. En plus, quand on est marié, peut-être avec des enfants, etc., c'est très difficile de tout arrêter et d'être entrepreneur. Et d'ailleurs, ceux aujourd'hui, 10 ans après, que je vois, qui ont attendu pour monter leur boîte, Et ils ont oui, fait des oui, oui. tentatives de monter leur boîte, mais si tu veux, au moindre obstacle, ils sont retournés prendre un job. C'est normal, ils avaient Ah des bah vies. ça peut paraître anodin, mais c'est une des arguments sur lesquels j'appuie très souvent pour les plus jeunes, c'est qu'ils peuvent prendre des risques vraiment en étant célibataire, en ayant 20 ans et en étant voilà, sans enfant, comparé à quelqu'un à 15 ans après qui n'a plus du tout la même situation et qui peut prendre beaucoup moins de risques, alors qu'il soit financier, mais même autre au niveau géographique, au niveau de plein de paramètres. Ah, c'est ça. Et puis au final, et heureusement, finalement, en fait, le plus tôt le mieux, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois très fort, parce que le chemin est très long. C'est-à-dire qu'il faut échouer, vraiment, faut se casser les dents pour devenir, même pas pour devenir, pour y arriver, pour devenir un peu meilleur, quoi. Faut se casser les dents sans cesse. C'est Donc, ça. euh, Ouais. ouais, entreprendre, je pense qu'il faut le faire tôt, et il faut surtout se dire, et ça aussi, c'est l'autre aspect, c'est que on rêve pas mal avec les entrepreneurs millionnaires de la Silicon Valley, Ouais. mais en fait, il faut aimer le process parce que au final, c'est le reward, on l'a souvent très très tard, très très tard. Ah, bah après, il y a différents profils je veux dire, investisseurs et entrepreneurs. Le start-upper, c'est vraiment la version extrême. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire qu'il va falloir se sacrifier 5, 10 ans, même d'abord de faire des crédits et de pas vivre dessus, pour ensuite peut-être récolter les fruits de son travail. Alors là, ça sera une explosion peut-être du business, mais à partir sur d'autres stratégies qui seraient peut-être de suite rentables, on n'aurait pas du tout la même vision. Alors là, vraiment se créer un revenu de suite, mais on n'est pas sur l'explosion du business peut-être 5 ans après. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait,
tout à fait. Et du coup, toi, t'as toujours eu cette envie-là d'entreprendre en parallèle. Comment tu as fait ton processus? Comment ça s'est passé? Alors, moi, je vois par rapport à ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai eu cette envie assez jeune et que je l'ai mis en parallèle de mes études. J'ai construit des choses et ça m'a permis aussi, voilà, de prendre mon temps et de faire les choses bien. Ouais, bien sûr. Bah donc en fait j'étais je travaillais à la Société Générale et donc j'avais cette envie d'entreprendre depuis longtemps. Effectivement, mon père avec qui je suis associé aujourd'hui, avec qui on a fondé Florida Invest. C'est un entrepreneur. Moi, depuis que je suis né, mon père a eu des business et donc si tu veux j'avais je pense cette fibre en moi. Et puis tu sais j'aimais bien comprendre les choses. Enfin voilà, je voulais vraiment pas être dans le moule aussi. Et donc, si tu veux, je suis parti donc aux États-Unis et puis j'ai d'abord été dans la tech. J'ai d'abord monté Ok. euh, un logiciel dans le cloud pour les PME en fait. Ouais. C'était quand ça? En quelle année? C'était en 2011, Ok. de 2011 à 2014 à peu près. Voilà et c'était d'une difficulté incroyable. C'est-à-dire qu'en plus, alors dans la tech, si tu connais un petit peu, Oui. il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles, tu vois. Et là, je pense que sans le savoir, j'ai pris le truc qui, à mon avis, un des trucs les plus difficiles, c'est-à-dire monter un logiciel dans le cloud qui s'adresse aux PME. Donc Ouais, clairement, oui, oui, oui. déjà le nombre de lignes de code que ça implique, le marketing aux PME, il est super difficile, etc. Donc si tu veux, ça c'était une aventure. S'il y a bien une chose qui m'a forgé, c'était de monter ça. Euh, et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le revendre à une société de logiciels. On était en difficulté sur la fin et j'ai eu la chance de pouvoir le revendre sans finalement le fermer, quoi. Ok, et t'étais à quelle Ça, région j'étais aux à New York. États-Unis? D'accord. J'étais à New York. De ça, donc je m'étais fait pas mal de relations au niveau des autres startups ou des sociétés qu'il y avait dans New York, et ça s'est transformé en agence digitale. Donc là, ça c'était beaucoup plus intéressant aussi. Ça c'était vraiment, enfin, j'ai appris énormément. C'était d'accompagner les business dans leurs avancées digitales, que ce soit création de site internet, création d'applications mobiles, ou alors marketing digital ou stratégie. Ça, c'était là où je m'amusais le plus. Ouais. Euh, et donc ça a duré pendant un petit moment, quelques années. C'était super intéressant parce que, comme tu sais, quand on a plein de clients, on est confronté à plein de problématiques différentes. Et vraiment, on apprend beaucoup. Et donc, je suis repassé. Donc après, c'est devenu beaucoup plus du conseil en stratégie. Et puis après, je suis repassé côté finance en cofondant Florida Invest aujourd'hui, qui allie finance et immobilier en quelque sorte. Ah bah, t'as un parcours, c'est vrai, sur plusieurs thématiques différentes. C'est intéressant. Ouais. Ouais, bah en même temps, tu sais, moi, je crois beaucoup à ça. Enfin, ça a été prouvé pas mal de fois. Arriver dans une industrie sans avoir grandi dedans, sans avoir baigné dedans, tu vois, on voit les choses avec des yeux neufs. Oui, bien Euh, sûr. je pense que c'est plus facile de disrupter entre guillemets une industrie qu'on connaît pas parce qu'on arrive et on voit les failles presque de manière flagrante, alors que tous les gens qui ont baigné dedans depuis 15 ans, ils voient plus rien. Oui, et puis c'est aussi un peu ce que tu as dit tout à l'heure. C'est très rare de tomber de suite sur ce qu'on veut faire. Faut passer par des étapes, même si c'est des échecs, et on peut se retrouver à faire des choses complètement différentes. Moi, c'est toujours cette vision entrepreneuriale qui est derrière, mais c'est vrai que l'évolution permet par rapport à ce qu'on a fait en amont. Absolument, apprendre à se connaître, identifier un peu là où on est bon, parce que Oui. moi j'aime bien croire qu'on n'est pas bon dans beaucoup de trucs, comme tout le monde. Donc voilà, si on identifie bien et qu'on se juge pas là où on est mauvais et qu'on va à fond là où on est bon, a priori il y a moyen de faire quelque chose de bien. Ben, je suis totalement d'accord, hein. C'est justement en plus une question de réseau qui est important, comme tu l'as mentionné. Et aux États-Unis, je l'ai bien vu. Alors, j'étais en 2014-2015, Mhm. et c'est indirectement en voulant me faire du réseau que je suis tombé pour la première fois sur les termes de blockchain, de crypto-monnaie, et sans avoir fait l'effort d'aller de créer un réseau sur ce que je voulais monter à l'époque, je serais jamais tombé dans ce marché qui aujourd'hui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Donc Ouais, c'est c'est exactement ça, aussi un c'est toujours par processus qui hasard. fait que ouais.
C'est ça. En fait, quand tu gardes la machine en mouvement, tu vas attirer des choses à toi, quoi. Exactement. Alors, c'est un aspect aussi que j'explique là dans le tout premier livre que je viens de sortir. Et bon, il y a un petit peu de storytelling dedans parce que c'est quand même un livre technique de base. Et j'explique tout le processus qui m'a amené, notamment avec mon passage aux États-Unis, la différence qu'il y a entre les deux, a amené à ce que j'ai réussi et surtout reprendre là où je n'ai pas réussi pour m'améliorer. Donc là, c'est aussi très important. Et d'ailleurs, toi, tu le vois à quel niveau la différence entre les deux pays par rapport à l'entrepreneuriat? Si tu veux, il y a beaucoup. Bon, déjà, bon, je me considère pas forcément super jeune, mais on fait beaucoup plus confiance aux jeunes Oui. là-bas, et même dans l'immobilier où tu sais, souvent c'est des industries où il y a beaucoup de capitaux qui tournent, les fonds, les prêteurs, tous les développeurs en général, c'est des gens qui sont quand un certain âge. Donc aux États-Unis, vraiment on fait confiance aux jeunes. On se fait pas du tout juger pour son âge, donc ça c'est pas mal. Même si en France aujourd'hui je me suis laissé pousser la barbe, ça passe mieux. Euh, la différence majeure, c'est ça. Je pense que c'est la relation à l'échec. Hein. Je pense que c'est un peu cliché de le dire parce que ça a été dit et redit, mais la relation à l'échec aux États-Unis, avoir échoué, ça fait partie du process. Quelqu'un qui n'a pas échoué, c'est que c'est le prochain sur la liste. Oui, Donc, c'est ça. Vaut mieux avoir fait quelque chose. T'es quand même mieux perçu que si t'avais rien foutu. bien sûr, mais ça fait partie. Peut-être, Enfin, maintenant, on s'en rend compte. Je pense que toi aussi, à quel point ça fait partie du process. Ah bah, oui, oui, bien sûr. Ah, c'est plus une question de comment tu vas réagir face à la frustration. Ouais. Mais bien sûr, personne quasiment, à moins d'avoir trouvé l'idée du siècle, et en plus, même en ayant trouvé l'idée du siècle de suite que ça marche, c'est très 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 rare. Oui. Ouais, en fait, il y a tellement, enfin, tu vois, ouais, l'idée du siècle, super, et puis derrière, faut l'exécuter comme il faut. Et alors là, il n'y a pas un piège, il y en a des millions. Ah bah, déjà l'exécution est toujours plus importante que l'idée. Ouais. Et effectivement, on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas lancé quelque chose, mais c'est sûr qu'une fois qu'on est dedans, il faut l'aimer le processus. Mais c'est aussi ça qui est charmant, c'est ça, c'est les emmerdes qu'il y a avec. Bah voilà, exactement. Il faut aimer le process, le chemin, parce que sinon c'est tellement la galère. Mais euh, mais bon, ouais, émotionnellement c'est fort d'être entrepreneur, c'est sûr. Ah bah, je pense que les entrepreneurs cherchent l'adrénaline. Ouais, il y a forcément une recherche un peu presque sadique. Et puis tu sais, presque, t'as beaucoup d'entrepreneurs presque dans un coin de leur tête, ils ont envie de recommencer à zéro tous les jours pour prouver à tout le monde qu'ils sont capables, quoi. Ouais. Bah ça, je le dis souvent, il y a différents styles d'entrepreneurs, mais j'aime beaucoup la phase de création où vraiment tu pars de rien du tout et tu lances le projet. Et Ouais, alors que ça soit vraiment sur l'idée, la structure, le plan d'action, le business sur le web, ça j'adore ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être moins aimer, ça va être plus le fait de développer et de faire exploser un business. Mais c'est sûr que la phase de création, pour beaucoup, tu peux même les mettre à poil s'ils ont un bon mindset, comme on dit. Un an après, ils retrouvent l'abondance et la réussite. ouais. Et puis en plus, c'est des phases pendant lesquelles tu apprends énormément. Parce que tu absorbes tout, quoi. Ouais. Quand tu te lances dans un nouveau business, tu essayes de vraiment... Enfin, t'es une éponge. Ça, c'est assez incroyable. Mais après, effectivement, tu vois, moi, je vois dans des entrepreneurs un peu plus avancés qui ont déjà eu des sociétés, qui ont déjà levé pas mal d'argent, etc. Il y a un moment où, et je sais pas pour quelle raison, mais ils perdent l'énergie de recommencer à zéro, avec personne, en mode super aux économies, etc. Tu vois. Mhm. Et en général, ils commencent pas une boîte s'ils peuvent pas lever de l'argent d'entrée, tu vois, par exemple. Je sais Ouais, pas. ouais, c'est peut-être une question d'âge ou peut-être de tout simplement de sécurité, je sais pas. Ouais, et puis je pense qu'il y a une autre adrénaline à ce que les choses aillent vite et à monter un business avec du monde tout de suite, fédéré, avoir une équipe très très vite. Mhm. Ça met le truc, ça crée une émulation aussi incroyable. Donc il doit y avoir de ça, je pense. Alors du coup, je vais te poser la question que je pose absolument à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Ah ouais, c'est la question de Peter Thiel. La Elle est fameuse. pas mal.
Et bah écoute, tu sais, en lisant le bouquin donc Zero to One, je me la suis posé cette question Ouais. par rapport à notre business, tu vois, parce que nous dans notre business, on a décidé d'être ultra transparent sur le prix et d'afficher un prix de pack, enfin d'inventer si tu veux ce fameux pack investisseur dont on parlait, un pack de services, etc. Ça a jamais été fait et puis en général c'est assez opaque l'immobilier, tu vois. Si au lieu de vendre un bien 150 000 tu le vends 170, bon l'investisseur il saura pas tellement quelle est la différence, il a toujours de la renta. Nous Ouais. on a décidé de dire bon bah le bien il vaut 150 on rajoute 20 c'est les services, etc. Et les investisseurs n'ont jamais grogné. M'ont jamais dit c'est cher ou je veux pas le payer parce qu'on a décidé d'être transparent, tu vois. Et là, ça c'est un truc, je pense que au début, même nous, on croyait que ça marcherait pas. Comme on croyait que les investisseurs achèteraient jamais à distance, tu vois. Ouais. Typiquement, acheter de l'immobilier aux États-Unis à distance, on se disait jamais de la vie. Puis on a décidé de pas faire de suppositions, tu sais, ça vient d'un autre bouquin, les accords Toltec. Oui. On a décidé de pas faire de suppositions et du coup, bah ça aussi, ça posait pas de problème en fait. C'est pas ça qui pose des problèmes, tu vois. Mais donc ça, c'est le genre de truc que je croyais vrai et je pense qu'on disait que c'était faux, mais de manière un peu plus globale euh, sur l'économie. Et aujourd'hui, tu vois, nous comment on se positionne, c'est que on communique pas du tout comme une agence immobilière parce que vraiment je considère qu'on n'en est pas une. On communique beaucoup plus comme un fonds d'immobilier, tu vois. On Oui. parle beaucoup, la C'est région, vrai ça, oui. on évangélise, tu vois, c'est pas du tout une approche produit, c'est vachement une approche marché, tu Et vois. dans un sens, c'est comme ça rend la chose plus moderne aussi, parce que les agences immobilières, c'est quand même quelque chose de très ancré, quelque chose qui est là depuis très très longtemps, et Ouais. ça rend la chose plus moderne, c'est vrai. Ouais, et donc ça aussi, tu vois, c'est un truc où il y a encore des gens quand je déjeune avec des partenaires ou des gens qui sont dans l'industrie qui comprennent toujours pas pourquoi on fait ça. Et puis, mais bon, au final, on en parlait, faut avoir quand même un why, tu vois. Ouais. Quand nous dans la conférence où tu es venu, on parlait pas mal d'économie réelle, de dynamiser les régions et de faire en sorte que les classes Ouais, c'est vrai moyennes. que la partie économique, politique était très très intéressante dans votre façon de voir le marché immobilier là-bas, ouais. Bah, en fait, voilà, c'est vraiment remettre l'humain au centre du débat. L'immobilier, c'est sympa, mais l'immobilier, d'abord, ça sert à loger des gens. Et puis, si en plus on peut trouver un système, si tu veux, où tout le monde est gagnant et grandit, c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais bon, j'ai détourné complètement la question. Non, mais c'est intéressant, mais même pour aller plus loin, avec la blockchain qui va arriver sur le domaine immobilier, il y aura Voilà, une transparence totale. Là, ça sera encore plus remettre l'individu vraiment au centre exactement. des échanges entre êtres humains. Ouais. Ouais. D'ailleurs, un truc que je crois vrai, c'est que les tiers de confiance, ils sont quand même voués à disparaître avec ce nouvel Internet. Donc, effectivement, peut-être que les notaires, tout ça, bon, l'État, il taxera toujours, mais les notaires, peut-être qu'ils existeront plus Mhm. ou moins. Bah, tu prêches un convaincu là. Ouais. Ok, bah super, merci beaucoup David. Est-ce que tu veux nous donner peut-être une dernière punchline pour conclure cette émission? Une dernière punchline. Ça peut être un conseil ou vraiment, encore une fois, une vision que tu as sur l'entrepreneuriat. Ouais, bah moi, si tu veux, un truc qui a bien fonctionné, notamment pour Florida Invest, c'est si tu veux de faire la chose un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que au lieu d'attendre de vendre beaucoup d'immobilier pour faire des vidéos et expliquer ce qu'on fait, eh ben on a fait le truc à l'envers. Pendant un an, on a fait des vidéos que personne regardait, mais on s'était mis la discipline d'en faire quoi qu'il arrive 2 par semaine parce qu'on sait un peu comment ça marche les réseaux sociaux et que Ouais. on sait que c'est la consistance qui paye beaucoup plus que la qualité du contenu. Donc on se disait ça va, c'est pas trop mal, on poste, c'est pas trop mal, on poste. On n'attendait pas que ça soit parfait, parce que malheureusement, être perfectionniste, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit Mhm. une qualité. Ce qu'il faut, c'est être réactif. Et nous, on adore la proactivité. Donc, faire le truc à l'envers. Tu vois, par exemple, ce genre d'entrepreneurs qui créent des blogs ou qui font beaucoup de contenu et puis qui après montent un business sur mesure, alors pour servir leur audience. Tu vois, Ouais. je crois beaucoup plus à le faire dans ce sens-là que l'inverse, créer un business pour une audience imaginaire et puis faire du contenu quand ça marche. Moi, je crois que c'est vachement l'inverse. Communiquer,
utiliser les réseaux sociaux, voilà, mon conseil, ça serait utiliser les réseaux sociaux à leur plein potentiel, quoi. C'est comme si on avait tous une chaîne de télévision dédiée et qu'on avait que à la remplir de Hmm. si on donnait, t'imagines si on donnait cette opportunité à un entrepreneur, bon, tu vas monter ta boîte, ok, alors tiens, on te donne une chaîne de télé dans le câble, alors c'est là 134, t'as juste à faire du contenu et puis les gens ils vont regarder. L'entrepreneur, je pense il va se creuser la tête pour en faire, tu vois. Ouais, Et ouais, les ouais, réseaux ça sociaux, c'est on se sûr. rend pas compte à quel point on peut devenir leader, on peut en tout cas court-circuiter sa croissance grâce à une caméra d'iPhone Ouais, et iMovie, quoi. et même l'inverse total, c'est-à-dire le nombre de business qui ne pourraient pas exister sans avoir Internet. Exactement, exactement. Donc voilà, être proactif, quoi. Vraiment être proactif, pas attendre que les clients tombent, aller chercher. Et là, avec les réseaux sociaux, on a vraiment la possibilité de se mettre au plein jour. Et ça, c'est une ère incroyable pour Hmm. nous. Bah, excellent, ça c'est un super conseil et qui est valable pour tous les business. Encore Ouais, merci David. avec plaisir. Et voilà, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je vais mettre du contenu pertinent dans la description. Là, on a parlé beaucoup de choses. Je vais mettre tout ça euh, dans les infos. Donc voilà, on se dit à très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao. Salut François, merci.